toujours un plaisir pour moi de lancer les sessions des académies que nous avons commencé maintenant quand même il y a 2 ans. Et à chaque session, pour les habitués du programme ici à Raw Material Company, vous avez dû comprendre que chaque session est toujours axée autour de la pratique d'un artiste, d'une artiste, d'un collectif, d'un penseur, d'une penseuse qui œuvre de manière assez exceptionnelle, je dois dire, ou extraordinaire dans le domaine de l'art. Et pour vous expliquer un peu plus notre programme d'académie, naturellement, ça s'appelle Académie de manière subversive. C'est un programme qui nous est venu parce que, après plusieurs années de travail autour de la présentation et de la réflexion et de la préservation de l'art ici à Dakar, et avec résolument une pensée continentale et globale, il nous est apparu important de renforcer notre programme de réflexion autour de l'art parce que nous sommes foncièrement convaincus que la pratique artistique n'est pas juste une activité de récréation et n'est pas non plus une activité de loisir. La pratique artistique est au cœur de l'imaginaire de toute société, au cœur de la réflexion et de la construction de toute société. Et les idées, qu'elles soient sociétales, politiques, économiques et autres, qui émanent de différentes pratiques artistiques, forment notre imaginaire et participent à notre projection dans la société et aussi à notre réflexion de notre état actuel, passé et futur. Donc les académies, on les a commencées il y a 2 ans pour renforcer cette activité que nous avons autour de comment replacer l'art et la pratique artistique au sein du débat social, au cœur du débat politique, d'une manière assez continue et engagée, et surtout qui sort de l'événementiel, c'est-à-dire un engagement quotidien et qui contribue à aussi permettre la formation de jeunes professionnels de l'art qui viennent de tout le continent et du monde entier. Et à chaque édition de l'Académie, nous recevons à peu près 10 participants. Nous les appelons les académiciens et les académiciennes. Et pour cette session, ils nous viennent du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Sénégal naturellement, de l'Islande, des États-Unis et ailleurs. Et chaque session d'académie dure 7 à 8 semaines, c'est-à-dire à peu près 2 mois, que tout ce monde travaille ici ensemble et en collaboration avec d'autres structures et d'autres personnes ressources du monde de l'art. Donc c'est un très très grand plaisir pour moi aujourd'hui particulièrement. Nous sommes à la 5e session de l'Académie et c'est un très grand plaisir de présenter quelqu'un qui, je dis souvent, avec qui je marche depuis très longtemps. Otto et moi, même si je suis un peu quand même plus âgée qu'elle, mais ça fait quand même longtemps, on a grandi ensemble dans ce domaine de l'art, elle en tant qu'artiste, moi en tant que commissaire, et ça fait très longtemps qu'on se parle, ça fait longtemps que je suis sa pratique, je suis son travail, et aussi que j'ai eu
l'honneur et la chance et le respect qu'elle m'a toujours donné de pouvoir travailler avec moi. Donc Otto a participé à plusieurs de mes expositions. Pour qui connaît mon travail de commissariat, j'ai l'habitude de revenir toujours aux mêmes artistes ou en tout cas travailler longtemps avec certains artistes parce que je pense que c'est dans la durée et de la relation professionnelle et c'est dans la durée de l'échange intellectuel et artistique qu'on peut construire des langages et qu'on peut construire et qu'on peut ressortir des savoirs. Et Otto fait partie de ce groupe d'artistes avec qui je travaille vraiment depuis plus d'une dizaine d'années. Donc c'est un grand plaisir pour moi qu'elle a accepté d'être la directrice de cette session d'académie. Otto n'est pas étrangère à Dakar parce que je l'ai d'ailleurs rencontrée pour la première fois à la Biennale de Dakar de 2000 ou de 2002, je ne me rappelle plus, 2002, où elle présentait une œuvre et c'est depuis lors qu'on s'est liés d'amitié et de travail. Très rapidement, Otto va faire sa conférence inaugurale où elle va présenter son travail, où elle va aussi présenter le contenu de son travail ici, particulièrement pendant cette semaine, et les différents collaborateurs qu'elle a associés à cette réflexion. Otto est née en 1974 à Kano, au Nigeria, et en 1992, elle a débuté des études d'art à l'université de Ife, et qu'elle a continué plus tard aux Beaux-Arts de Paris. Elle a ensuite été résidente à la Rice Academy en 2002-2004 avant d'obtenir en 2008 un master en performance à Das Arts, qui est une institution spécialisée à la formation pour la performance. Elle a été artiste résidence au prestigieux programme de DAAD à Berlin en 2013-2014 et c'est à partir de là qu'une partie du programme qu'elle va décliner ici pendant cette semaine a commencé. Donc Carve to Flow, germination, est née des recherches que Otto a menées à BAC. BAC, c'est Basis für Aktuelle Kunst, c'est un centre d'art et de réflexion sur l'art basé à Utrecht. Je ne vais pas énumérer toutes les expositions auxquelles cette femme a participé parce que c'est une des très grandes artistes contemporaines de notre continent et c'est une des meilleures de sa génération en ce moment. Et très récemment, ce que je peux dire, c'est qu'elle est finaliste du prix Artist Mundi à côté d'autres artistes comme Bouchra Khalili, Anna Bourguignan et bien d'autres. Otto a également elle a exposé très largement dans le monde entier, à la Tate Moderne par exemple en 2017, à la Kunsthalle Aarhus. Elle a aussi eu une exposition solo à Nottingham Contemporary. Elle a exposé au Berkeley Art Museum. Elle a exposé à Porticus. Elle a exposé partout. Donc c'est un très très grand plaisir. Elle a été aussi naturellement artiste participante à la dernière Documenta 14 à Athènes et à Kassel, où effectivement, à Athènes particulièrement, une grande partie du programme qu'elle décline ici a été présentée. Elle a été à la Biennale de Lyon, à la Biennale de Sydney, à la Biennale de Sao Paulo, la totale quoi. Donc la Biennale de Berlin, naturellement, et la Biennale de Sharjah. Elle est aussi récipiendaire du prix Yangon et du Belgian Art Prize, respectivement en 2015 et en 2017. Alors, Germination, c'est le titre de cette session d'académie.
Et tout le monde a plusieurs idées de ce que c'est que faire germer, faire pousser, planter, soigner, garder, préserver, transmettre, cueillir, collecter. Et c'est de ça que nous allons parler pendant 2 mois. Parce qu'il devient chaque jour de plus en plus urgent pour tout le monde de comprendre à quel point notre existence est mêlée aux éléments que nous exploitons, que nous utilisons et que nous gaspillons. Comment peut-on créer des structures de soins et de réparation? Comment peut-on sculpter à contre-fil pour créer un flux? Comment peut-on travailler en cohérence avec le corps terrestre et minéral qui nous tient tous et toutes? On ne peut plus ignorer les particules qu'on respire dans nos poumons, parsemées parfois de particules d'arsenic, d'autres fois de pollen d'une fleur de jasmin. Germination fonctionne donc comme un laboratoire entre les expériences imaginées et les expériences vécues, qui offre la possibilité d'explorer des questions liées à l'écologie, à l'architecture, à la durabilité. Les participants et les intervenants invités travailleront avec les praticiens du Sénégal pour relier et enrichir des structures qui fonctionnent en dehors des normes du commissariat d'exposition habituel, mais qui nous enseignent comment être dans l'espace et raisonner plus loin, comment résister à l'impasse et à l'hibernation en cherchant la symbiose avec les lieux où l'on vit. Ça, c'est Otto qui a écrit ça et elle va vous expliquer pourquoi. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Merci d'être venu. Je suis très contente d'être à Sénégal et de faire partie de ce programme ici à Raw Material Academy. Koyo, merci beaucoup pour l'invitation. Et je veux remercier aussi toute l'équipe qui ont vraiment travaillé. On a travaillé depuis plus d'1 an pour vraiment mettre ce programme en place et pour vraiment commencer à regarder et comprendre qu'est-ce qui se passe à Dakar, qui sont des gens qui font des choses incroyables ici et de voir comment on pourrait travailler avec eux en même temps avec des gens qui viennent de l'extérieur. Alors moi, je crois que je vais commencer par vraiment présenter certains travaux qui ont mis mes idées à cette idée de Cart to Flow et aussi le projet de germination. La plupart du temps, je parle de mon travail en anglais. Alors, il y aura certaines terminologies qui ne sont pas précises et excusez-moi pour ça parce que la plupart du temps, mes réflexions sont surtout en anglais et pas en français. Donc c'est un grand effort de pouvoir parler de quelque chose assez précise dans une langue où on comprend, on utilise, mais on n'utilise pas spécifiquement pour le travail. Alors parfois je vais demander à vous de m'aider sur certains mots. Alors je vais présenter 1 ou 2 ou 3 travaux et à partir de là je vais présenter le projet que j'ai fait à Documenta. Et ce projet que j'ai fait à Documenta va amener cette réflexion autour de germination et autour des propositions que je fais par rapport à le projet ici et ailleurs. Alors, the moment, on commence avec le moment. Now, ici, on est tous là, dans cet espace, on respire le même air. Il y a des particules qui passent et on est en train de respirer l'un l'autre. Un autre jour, ça ne sera pas le même.
ça ne sera pas la même chose. Cette constellation est spécifique à ce moment et elle ne pourrait jamais se reproduire de la même manière. C'est important de penser à le moment où on est en ce moment, de regarder autour de nous et de voir qui est à côté de nous, de réaliser en fait au niveau de température, au niveau de sensation, comment on sent dans cet espace. Par rapport à les projets que je fais, c'est très important de pouvoir rentrer dans un lieu et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet espace, comment je me sens dans cet espace, comment est la température de cet espace, comment sont les gestures des gens, de comprendre en fait, essayer de sentir le moment où je suis avec les gens, avec un lieu, avec une plante, avec un arbre. Et je voulais commencer mon projet ou cette discussion, cette présentation par rapport à le moment. J'ai commencé à travailler très tôt. À l'âge de, c'est déjà quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, je savais que je voulais être un artiste. Mais cette définition de l'artiste n'était pas claire. Mais je savais que je n'aimais dessiner et je me trouvais très bien dans un espace où j'ai dessiné, je réfléchissais, je regardais des choses, je pourrais utiliser daydream all day. Rêvasser toute la journée. Mais je crois que c'était plus tard quand je suis allée à Paris pour faire mes études. J'ai compris en fait que vraiment je voulais être un artiste et ça c'était à l'âge de 11 ans. Et j'avais vu des expos dans des musées, dans des espaces et chaque fois ça me faisait réfléchir, ça me faisait poser des questions et c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. À l'âge de 15 ans, j'ai dit à ma mère, à cette époque-là on est rentré au Nigeria et j'ai dit à ma mère, écoute, je ne sais pas si je vais faire l'art parce que je ne suis pas sûre que je pourrais survivre autant qu'un artiste. Et j'ai dit à ma mère que je voulais faire l'architecture parce que moi je voyais qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir un travail, travailler avec une entreprise, une compagnie et au niveau de l'artiste je ne voyais pas vraiment un grand exemple. Heureusement aujourd'hui on voit beaucoup d'exemples pour pouvoir décider de être un artiste, de vraiment pratiquer ce métier-là. Ma mère, elle m'a dit non. Elle m'a dit, en fait, si tu fais l'art, tu peux faire l'architecture dans l'art. Tu peux faire tout ce que tu veux dans l'art, et l'art, c'est le seul endroit où tous les médiums peuvent se croiser. Elle m'a dit, si tu fais l'architecture, tu vas te suffoquer. Tu dois prendre en fait quelque chose que tu es vraiment passionné et faire ça. Et même si tu ne gagnes pas d'argent, c'est pas grave parce qu'avec le temps, il y a d'autres choses qui viennent. Et ça, c'était à l'âge de 15 ans et à ce moment-là, j'ai pris ma décision et je disais, je vais faire ce que j'ai envie de faire et je vais faire des choses que je suis passionnée et qui m'intéressent et où je vais donner tout ce que j'ai dans ce que je veux faire. Fast Track 2010. Fast forward. Alors, je commençais à travailler depuis les années 90, mais je ne vais pas montrer mon travail de cette époque-là, mais je vais commencer à un moment où j'ai fait le premier expo avec Koyo. Le premier expo que j'avais fait avec Koyo, c'était à Kunsthaus Charlottenburg, en 2010. Elle m'a invité de vraiment réfléchir à quelque chose que je voulais faire dans cet espace, dans cette musée. Et le titre de cette expo, ça s'appelait Make Yourself at Home. Alors, à cette époque-là, j'avais déjà un plan préparé et tout ça. Et quand je suis arrivée à Copenhagen,
2 semaines avant l'ouverture d'Expo, j'ai changé tout mon plan. Et une partie du plan a été changée, j'ai décidé de faire un espace de contemplation, un espace où on peut se réfléchir, une sorte de jardin de paix, un jardin de repos et un jardin de soins. Et la première salle, j'avais pris 2 salles dans cette musée, et la première salle, j'ai montré un travail qui est lié avec la poésie, les imageries et aussi des images des pierres. Le titre de ce travail, ça s'appelle Taste of a Stone, ça veut dire le goût d'un pierre. Alors dans la première salle, ça c'était une photographie d'une pierre sur pierre, plus les textes de la poésie sur l'autre pierre, et une image liée avec ce texte et la pierre. Ce qui est intéressant pour moi, c'était vraiment, à cette époque-là, j'ai habité en Belgique. Et je pensais que ça va être un travail très simple de trouver un pierre en marchant et tout ça. Mais en fait, au niveau du Belgique, dans le lieu où j'habite qui est Anvers, il n'y avait pas de pierre. Alors j'avais cette idée de vraiment choisir des pierres et je n'avais pas remarqué au niveau de la vie de tous les jours qu'en fait c'est pas un lieu qui a pas de rochers, en fait c'est un lieu qui est hyper plat et qui n'a pas de pierre. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une sorte de crise en pensant mais comment se fait-il que j'ai pas vu, j'ai pas remarqué dans cet espace qu'il n'y a pas ces éléments-là que je veux travailler avec. Alors au fur et à mesure, j'ai volé des pierres dans des parcs des entreprises parce qu'ils utilisaient ça pour décorer. Et j'ai trouvé des pierres dans d'autres lieux qui finalement commençaient à faire une résonance avec le travail que je vais faire. Alors il y avait 6 tables et dans le 6 tables contenaient des poèmes concernant les pierres, l'idée de pierre. Par exemple, à cette époque-là, en 2010, il y avait le charia qui se passait au Nigeria et il y avait une femme qui avait été battue avec une pierre. On jetait la pierre sur elle. À cette époque-là, au Nigeria, on avait notre terrain qui a été récupéré par nos voisins. Et ils ont enlevé le beacon stone, ça veut dire la pierre de démarcation. Et alors, il y avait des résonances par rapport à cette notion de pierre qui pourrait être quelque chose qu'on peut mettre sur le corps, comme une sorte de protection, ou quelque chose qu'on peut utiliser pour frapper quelqu'un d'autre, ou quelque chose pour bâtir. Alors j'ai commencé à regarder dans différentes manières comment ces éléments marchaient, on utilisait ça dans différentes manières, et les poèmes sont des résultats de ça. Certains parlent de protection, la protection, certains parlent de la notion de sacré, et certains parlent de la notion de démarcation. Et après, quand on passe dans cette salle, on rentre dans la deuxième salle, et dans cette salle, on peut vraiment marcher. La salle faisait 12 mètres par 12 mètres. Et j'avais installé une sorte de gravier, une sorte de jardin dans ce lieu, plus les tillandsias, les plantes qui sont là, qui n'ont pas besoin roots, racines. Ils n'ont pas besoin d'être enracinés, mais ils prennent en fait l'air et les substances dans l'air pour survivre. Et c'est une installation où les gens pouvaient rester dans cet espace et vraiment réfléchir et vraiment marcher, contempler, et en même temps les gens du musée prenaient soin des plantes qui étaient dans cet espace. Je rentre dans 2013 et ces images et ce travail que je vais montrer sont vraiment des choses qui ont influencé le projet Montréal Documenta. Je vais juste présenter les images et après je vais revenir dessus. En 2013, je faisais le DAAD à Berlin et j'ai commencé vraiment une sorte de recherche par rapport à la notion de shine, de brillance. Mais en même temps, ce qui était intéressant, c'était que je passais par le médium de mica, mica, ou pierre. Parce que quand j'avais 9-10 ans, en allant à l'école, il y avait toutes ces petites mica qui étaient par terre.
et on mettait ça sur le corps et avec ma soeur on jouait avec ça. C'était à l'époque de Diana Ross et Bonnie M. Et à la télé on regardait et on voyait tous ces, par rapport aux images, toutes les glitters sur le corps. Mais ma mère, elle était très chrétienne et elle ne voulait pas qu'on touche le maquillage. On était très jeunes. Mais on rêvait en fait de cette Diana Ross avec ses cheveux et le glitter. Et le mica, c'était le moment où on pouvait vraiment rêver. Et de mettre ça sur le corps avec le soleil, ça brillait dessus. Mais en 2009, je suis allée à Morocco et j'ai trouvé en fait cette pierre dans le marché, dans le souk. Et tout d'un coup, j'étais vraiment curieuse en me demandant, mais elle est faite de quoi? Pourquoi on peut utiliser ça? Et j'ai commencé à faire une recherche qui était autour de cette notion de shine. Et j'avais fait plusieurs performances pour vraiment réfléchir autour de the psychology of shine. I'm going back to English. La psychologie du brillance. Et ça veut dire par rapport à ça une sorte de notion de happiness. Où on est dans un état de the skin shines, the heart shines, le corps, l'esprit. Et j'ai décidé de faire une performance où c'était une manière de rendre les gens le plus heureux possible. Et avec cette performance, j'avais des cartes et c'était une sorte de rituel où les gens étaient autour et en même temps je donnais des confettis, certains éléments et à partir de là on prenait le temps d'être dans le moment ensemble, d'être à côté de l'un l'autre et à certains moments on jette le confetti et tout le monde rigolait. Et il y avait d'autres gestes, par exemple des chansons sur mesure pour quelqu'un. Par exemple, je vous regarde, vous avez des lunettes et vous avez ça, mais après je peux regarder et je pourrais vraiment construire une chanson live sur le moment pour vous. Like, oh, you have you, the blue eyes, and popping here, and your hands are folded together, and your lips are smiling, you're smiling, and you're smiling at you. Et je chante comme ça et au fur et à mesure, on commence à rigoler ensemble. En fait, c'est une manière de vraiment, break the ice, on casse le glaçon qui est là et on commence vraiment à être vraiment dans le même sentiment ensemble. Et j'ai continué en fait cette recherche de glimmer. Glimmer, c'est un mot allemand qui veut dire, qui est un mot pour mica, le mica. Mais en même temps, en anglais, quand on utilise le mot glimmer, on s'appelle glitter and shimmer. Alors pour moi, c'était une sorte de merge, une fusion entre les deux mots of glitter and shimmer. Et plus tard dans nos recherches, j'ai commencé à vraiment réfléchir sur les matériaux, et ça c'est sur la structure que j'ai construite qui est autour de mon cou, autour de mon bataille. C'est une structure en fait qui peut être tournée et qui a des aimants à l'intérieur. Et ça veut dire que je peux mettre des choses en métal dessus et ça tient. C'est presque comme une table sur le corps. Mais sur cette structure, il y a les minéraux qui sont brouillés. Et à partir de là, je pourrais vraiment construire dans l'espace des parties pour vraiment mettre des minéraux dessus et de parler et comme ça de rentrer dans ce sorte de scénographie qui aide à vraiment comprendre quels minéraux rentrent dans quelle structure ou de parler de l'histoire de minéraux. Et il y a des gens vraiment autour, c'est une sorte de carré. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir par rapport à des espaces où les minéraux sont pris et des espaces où les minéraux sont reconstruits et qui sont utilisés pour bâtir un empire ou pour bâtir un lieu, et de réfléchir par rapport à un continent qui est mon continent qui et la plupart du temps, tous les matériaux, des minéraux, l'huile, sont vraiment excavés
Ici, on a des minéraux comme le mica, phlogopite, le muscovite, biotite, fuchsite, et il y a différentes sortes de minéraux du sort de mica qui viennent de cette famille de mica et de phyllosilicates. Mais c'est intéressant de commencer à comprendre cette notion de famille et aussi les noms des minéraux, parce que quand on commence à vraiment réfléchir par rapport à un nom et par rapport à un lieu où on vit, on peut réfléchir en disant mais d'où vient ce nom mica ou d'où vient ce nom biotite, d'où vient le nom phlogopite. Et localement, des gens ils ont eu des noms pour ces minéraux, mais à la fin, ces noms latins parfois, ou le nom qui sont donnés par le chercheur qui a travaillé sur ce minéraux, les minéraux changent, le nom change à ces noms-là. Alors c'est intéressant pour moi de vraiment réfléchir par rapport à ça et de voir cette relation entre nom, place, déplacement et en même temps de aliénation. Yeah. So I'll just continue. So, en 2014, j'avais fait une installation qui s'appelle In Pursuit of Bling. À partir de toutes les recherches de performance, le travail de In Pursuit of Bling est né. Et c'était une installation qui comprenait de différentes tables, de structures qui parlaient en fait des éléments, comment ils sont transformés, comment ils sont utilisés, les histoires liées avec Allemand et Namibia, comment ils ont exploité une montagne qui s'appelle le Green Hill. Et comment ils ont utilisé ça pour construire en fait les bâtiments, comme on voit ici à Berlin, les constructions de cuivre qui sont sur les toits des églises. Et quand je faisais mon recherche, il y a eu un moment, je me suis rendu compte que le malachite que j'avais dans mon set, ça c'est une autre minéraux, j'ai travaillé avec plusieurs minéraux. Le malachite que j'ai utilisé, elle est devenue, en fait c'était la même couleur que le cuivre qui a été poli et utilisé pour les toits. Et j'avais fait une performance devant toutes ces églises en parlant, en disant, je veux aller, I want to go where you were, le montagne green, le montagne vert qui brille de loin. Le pays des spécimens incroyables, le plus bel de toutes les spécimens, ils ont vu. On a voyagé tellement aussi long par la terre et par mer. I can't do this. Is it okay if we just read it in English? Yeah, it's okay, but for some people they can't understand and they can't read it in English. So it's like maybe some words will be grasped or the Probably. feeling or Yeah. the emotion. Okay, let me read it in English. I'm sorry for that. I want to go where you were, the green mountains glistering far, land of incredible specimens, the finest of them all, they said. You have traveled a long way through land and sea to crown the tops of your captor's roof. Now it seems you've always been there. You remain silent and do not want to trace for fear of the horror within. To stand out from all the other crowns so great. Who would have guessed the process you have been through? Uprooted, melted, polished, reshaped and integrated to crown the finest in town. I think of Sumet, the land of azurites and malachites. That must have been where you come from. Now empty, all is gone. I'm the raw, hoping for a chance to spill my guts. So, ça c'était un texte que j'avais écrit par rapport à cet encounter, cet moment de rencontre avec les toits et avec moi, avec mon chapeau de malachite. Mais je pensais, ok, ça pourrait être intéressant, on visite un lieu et je voulais être le voix de la malachite. Et on voit dans différents lieux comme au Congo, Zaïre, tous ces minéraux qui sont
extracted, sorti. Mais en même temps, quand on transforme ces minéraux, on ne sait plus d'où ça vient. Alors il y a beaucoup de choses qu'on utilise, on ne sait plus, cette matériau c'est pétrolium, mais elle est venue d'où, on ne sait pas ça, tout ça, on n'a aucune relation de connaître comment les choses arrivent à ce qu'elles sont. On n'est pas, l'interface entre tout ça est complètement obscure, mais je pensais, ok, peut-être cette minéraux, elle pourrait parler en fait à ses toi, en disant, je suis ton cousin, mais tu t'en souviens plus de moi, et je suis là comme une touriste, mais en fait, tu as été battu, repoli, melted, how do you say that? Fondu. Et je pensais à ça par rapport à aussi le mouvement des gens qui sont partis d'un lieu à un autre lieu, les différents siècles de mouvements de gens, et cette notion d'oubli. Et je pense à la même chose comme une matériau, comme le cuivre, les matériaux, il y a l'oubli dans cette matériau, elle n'est plus comme elle est dans sa sens originaux. Et en même temps, je peux réfléchir à ça aussi par rapport à un corps, par rapport à une plante, et de comprendre en fait cette notion de silence, où les choses ne parlent plus à nous, même s'ils viennent de la même famille, même lieu, mais cette transformation d'être battu, d'être fondu, d'être utilisé, d'être coupé, tout ça change en fait cette manière de pouvoir comprendre, un, d'où on vient, et deux, qui on est. Alors c'était une sorte de métaphore d'une certaine manière de réfléchir à un lieu et de regarder quelque chose qui est familier d'un sens, mais en même temps qui n'est pas. Alors, en 2015, j'ai décidé de visiter Namibia. J'ai décidé de visiter le lieu où je faisais des recherches dessus. Et je suis partie à Tsumeb, au Namibia. Alors, je vais montrer certaines images. Ça, c'est autour de 1907, 1906. Et c'est des Allemands qui ont installé un lieu d'administration à Usakos. Et j'ai visité différents lieux et maintenant c'est comme ça, une ruine. Alors en commençant à réfléchir sur cette notion de ruine, les lieux qui sont devenus vides, les trous dans des espaces différents, les poussières qui rentrent dans les poumons, les restes de choses qui, en étant là, tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui sont devenues très viscérales, très claires, très physiques. J'ai visité des lieux où il y avait une vie, où il y avait une administration coloniale, des lieux où il y avait, I'm just going through images. Et ça, c'était la mine, le Tsumeb Mine, qui était une montagne assez grande et qui contenait un grand nombre de cuivre, de zinc. Et aussi, c'était un des plus grands lieux où il y avait 250 minéraux dans le même endroit, qui est hyper rare. Scotlandite, malachite, chalcocite, chrysolite, tout était là. Et maintenant, quand on va dans des foires de minéraux, on voit en fait des minéraux de Tsumeb, parce que maintenant il n'y en a plus, c'est vidé. Et moi je disais, j'aimerais bien acheter une minéraux de Tsumeb, mais en fait les prix atteignent des prix faramineux. Parce qu'elle est rare, et c'était une époque et il n'y en a plus. Mais je vais dans ce lieu où il y avait tous ces minéraux et tout est mort. Les gens n'ont pas de travail.
Et ils ont une sorte de, ils ont une sorte de, ils ont maintenant une sorte de lieu qui est là derrière, et normalement c'est pas accessible à des gens. Devant, la ville elle est super belle, mais il faut vraiment creuser, chercher pour trouver derrière la ville, pour trouver où ils sont en train de sortir l'arsenic du cuivre qui vient de Bulgare. Il y a 3 endroits dans le monde où on peut extraire l'arsenic qui est très poisonneux, et ce même est un des lieux où on peut faire ça, parce que les autres lieux ne veulent pas avoir ces produits toxiques dans leur ville. Alors, pour moi, c'était très intéressant, ça c'est la structure. Alors, quand on est dans la ville, on entend un bruit qui tremble, en fait, la ville tremble parce qu'il y a la pression de l'eau froide et on fait tomber l'eau chaude et on fait tomber le cuivre dedans et ça fait une sorte de tremblement de terre. Mais en même temps, quand on est là pendant 3 jours, on commence à tousser et ça racle un peu à la gorge. Beaucoup de gens crachent. Alors pour moi, je trouvais ça c'était très, bizarre de pouvoir sentir ça après 3 jours que tu craches aussi et que tu es en train de respirer différemment. Et toutes ces expériences-là ont fait en sorte que je commence à réfléchir comment on peut vraiment changer un lieu, comment on peut vraiment réfléchir par rapport à un territoire où tout a été vidé, où beaucoup a été vidé, comment on peut commencer à penser à une sorte de restructuration d'un lieu. En même temps, ça me faisait penser vraiment très fortement par rapport à cette relation de corps minéraux, le calcium qui est dans le corps, le minéraux qu'on prend, on fait partie de tout ça, la transformation de DNA. Et ça faisait en sorte que ça amenait un travail qui non seulement va parler de quelque chose qui est en train de dégrader, mais comment on peut vraiment maintenant commencer à penser à de manière de régénérer. Parce que c'est une chose de parler juste de dégénération ou de decay ou de ruines, mais c'est une autre chose de dire, ok, je vois tout ça, ça me rend extrêmement triste, je vais faire un travail qui va encore parler de ça, mais comment pourrais-je trouver une autre manière de présenter quelque chose ou de travailler avec des gens, de faire germiner quelque chose. Et le projet de Cart to Flow pour Documenta, j'ai commencé à travailler ça. So, l'idée vient de cette notion de porter la vie, carrying of life. J'étais invitée à Documenta en 2016 et j'ai présenté le projet à Athens et à Kassel. C'était dans deux lieux, Athens, Kassel. Athens c'était plus tôt et Kassel après au mois de juin. Alors pour Kassel, j'ai commencé à réfléchir j'ai visité quand même pas mal de sites et j'étais vraiment intéressée par cette idée de caryatides. Mais en pensant à ça, je suis revenue vraiment à un état de les femmes qui portent aussi leur vie. Et qui sont ces sortes de caryatides de la société. Qui portent, et on voit ça dans beaucoup de pays du Sud, où il y a les femmes qui portent en fait la nourriture pour la famille, l'argent pour les sorties, c'est tout là, c'est le corps qui tient tout ça. Et en même temps, je réfléchissais à des gens qui fuient. Et qui fuient et qui portent en fait
la seule chose qu'ils peuvent porter avec eux pour arriver à notre lieu. Et en étant en Grèce, je crois que c'était important de réfléchir à tout ça, parce qu'en même temps, avec les crises en Grèce, avec tous les migrants qui arrivaient aussi, plus la notion de vraiment survivre dans cet état, dans cet lieu. Et pour moi, je pensais que c'est très important de commencer à penser à comment on peut vraiment porter une vie, donner vie à quelque chose, de trouver une sorte de support, structure qui peut aider à faire quelque chose dans une certaine continuité. Et il y avait un travail que j'avais fait en 2014 qui s'appelle Diaspora. Et, il y avait 7 femmes qui portaient une plante, et la plante c'est Queen of the Night, la reine de la nuit, qui sent seulement la nuit. Et quand j'avais très jeune, on avait une de ces plantes derrière notre maison à Lagos. Et j'ai trouvé cette plante à Dakar, à Dubaï, et aussi à Sharjah. Et j'avais décidé de faire une performance avec ça. Plus tard, j'ai décidé de travailler avec des femmes noires qui portent en fait cette plante, qui en fait est d'origine des Caraïbes, et plus tard était transportée à Asie du Sud. Mais en même temps, sur le passage, elle se trouve aussi en Afrique de l'Ouest. Mais comme cette plante elle faisait partie de mon enfance, j'étais intéressée de pouvoir faire un travail qui parle en fait de la diaspora, le mouvement des gens, mouvement des plantes. Comment chaque élément pourrait devenir une sorte d'identité culturelle, identité personnelle, mais en même temps, elles ne sont pas en fait liées avec le lieu qu'elle est plantée, mais en fait, elle vient d'un autre endroit. Et c'est comme on peut prendre le wax material, et on peut dire, oh oui, c'est africain, mais en même temps, c'est un mélange d'Indonésie, néerlandais, mais cette appropriation ou cette... où on sent que ça devient en fait une identité nationale, une identité personnelle. C'était pour moi très intéressant de penser à ça par rapport à le corps qui a été transporté dans différents lieux, le corps qui se déplace et en même temps le plante qui se déplace. Alors ici dans cette performance, il y avait des femmes qui portaient cette plante et elles chantaient. Le critère pour pouvoir faire cette performance, c'est que tu dois dire que en fait tu dois être clair que tu as le son noir. Ça veut dire que si quelqu'un dit, on peut voir des gens qui sont noirs qui disent, oh non, je ne suis pas noire. Mais des gens, on peut voir aussi une femme blonde avec les yeux, des yeux bleus, qui peut dire que je suis noire. Parce qu'elle a une ancêtre, un grand-père, arrière-grand-père, et elle peut dire, oui, je fais partir et je reclame et je clame ça. Alors pour moi, c'était un critère très important pour pouvoir être dans cette performance. Alors il y a des femmes qui viennent de Jamaïque, qui viennent de États-Unis, un peu partout, et qui ont porté cette plante et qui chantaient, qui parlaient pendant la période de 22 jours. Alors, en pensant à des systèmes, support systems, ou support structures, des systèmes de support, j'ai commencé à regarder à différentes sortes de systèmes. Le système de pilarisation, how do you say that? Pilarisation, c'est-à-dire quand on est dans une société, et cette société a différentes, stratifications. So, c'est un système de pilarisation. Par exemple, au Nigeria, c'est un système de pilarisation, ou en Belgium, ou au Néerlande, parce qu'il y a le catholicisme, il y a ça, il y a différentes sortes de strates qui sont en train de travailler en parallèle, en quelque sorte. Et je pensais à tous ces systèmes légaux, au système des plantes, aussi je regarde le grafting, le greffe, comment, par exemple, par rapport à notre société ici, je sens que notre société ici, c'est un système de greffe. Un greffe de différents éléments western, from l'Europe,
différentes cultures en Afrique, l'Asie, et on est tout le temps on greffe ça sur nous, et parfois on arrive à un moment où on dit oh non, on ne veut plus de ça. On voit ça, ok, maintenant on va prendre un autre système. Et on peut greffer, mais il y a des moments de divorce. Et comme les plantes, il y a certaines plantes, après 100 ans, ils se divorcent, ça coupe d'un coup. Mais je pensais, ok, si je prends ce système par rapport à une manière de penser, par rapport à un projet de Carve to Flow ou de germination, ça ne m'intéresse pas parce qu'elle a une date d'expiration, en quelque sorte. Alors j'ai commencé à regarder d'autres systèmes et une des choses qui m'intéressait, je regardais le Muskum Architecture au Cameroun. Ce qui m'intéressait par rapport à ça, de architecture, par rapport à classique, néoclassique, Greek architecture, c'était quand je regardais les choses, les colonnes qui tenaient par exemple les cariatides, les femmes, la structure, la colonne et la structure. Si on casse une partie, tout tombe. Mais par rapport à cette structure africaine, où en fait chaque partie est vraiment une cellule en elle-même, même si on casse une cellule, il y a vraiment une sorte de ligne, on peut reconstruire cette cellule, mais elle va pas détruire en fait toute la structure autour. Alors ça, c'était la base de commencer à réfléchir par rapport à ce projet de Carve to Flow ou de germination. Comment je vais faire l'équipe avec qui je vais travailler. Alors, je peux imaginer que chaque cellules, il y a une qui est le graphic designer, il y a une autre qui est quelqu'un qui va être l'écrivain, les huiles, des choses comme ça. Ça commençait à faire sens. I will go fast because it's already 50 minutes and we have 1 hour. Alors en pensant à ce projet de documentaire, j'ai commencé à réfléchir à des lieux où il y a en fait beaucoup de qui produit en fait pour le monde. Quand on regarde l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, le Méditerranée, le Middle East, on voit qu'en fait il y a une production de l'huile qui est énorme. Ici on a le shea butter, le beurre de karité, on a argan oil, on a noix de coco, on a plein de choses de production qui sont exportées dans le monde. Mais en même temps, ce sont des lieux qui sont dans aussi des crises écologiques, des crises économiques, écologiques, des mouvements des gens. Et en même temps, on est en train de produire pour le monde. Et pour moi, c'était important de commencer à réfléchir par rapport à un lieu qui est constamment vidé et un lieu qui est constamment rempli. Et j'ai décidé de faire un projet qui peut être un support, un structure qui peut soutenir un projet qui peut être installé au Nigeria, qui peut être installé dans différentes parts du monde, qui peut être quelque chose qui se transforme par rapport à son économie, par rapport à sa connaissance. Mais je crois que je vais rentrer plus dans ça pour qu'on puisse comprendre. Alors pour Athens, j'ai décidé de faire un savon qui s'appelle O8. Et à Athens, on a installé un espace, une sorte de lab. Alors ça, c'est le lieu que j'ai trouvé. Et après, on a renouvelé et on a fait une sorte de laboratoire. Alors, à Athens, c'était vraiment un lieu d'expérimentation, un sorte de laboratoire pour pouvoir produire du savon. Et pour pouvoir faire des recherches par rapport à des matériaux, du savon avec du l'indigo, du savon avec du charbon, avec le terre rouge, les noix brouillées. Et ici, on a utilisé un des prototypes finalement qu'on va montrer à Castle plus tard. Et le prototype qu'on a décidé d'utiliser, c'est le prototype noir qui est là. Alors ici, c'était vraiment une recherche. J'ai travaillé avec 2 personnes, Maya Tonta. Et Maya, c'était quelqu'un qui m'a aidé beaucoup avec la production.
et qui écrivait sur le travail et qui faisait le public programme dans cet espace. Alors on a décidé de faire inviter des gens pour parler au niveau de terre, l'huile, l'eau, les plantes, de vraiment comprendre en fait toutes ces différentes économies pour pouvoir faire une chose comme ça, juste un salon. Et Evie, avec qui je travaillais, je montre juste le parti. Alors c'est les 3 personnes, moi, Maya Tunta, qui est là, that's Maya, et Evie. Alors pour Documenta, on a produit dans cet espace-là le savon et on a travaillé avec beaucoup de gens, différentes sortes de personnes, des femmes, des gens qui voulaient apprendre comment faire le savon et tout ça. Et à Cassel, on a décidé, on a fait 15 000 savons. Et le 15 000 savons a été vendu à Cassel. Alors ça c'est le packaging avec 8 poèmes dessus que j'ai écrit autour de la préparation de ce savon. Et les structures qui rappellent encore le Musco Architecture. Il y avait des performeurs qui portaient des objets autour de leur corps. Alors pour pouvoir acheter un savon, il fallait avoir une discussion avec les performeurs. Et c'était le seul endroit où on pouvait acheter le savon. Et chaque fois, il fallait parler. Il y avait des gens qui venaient en disant, oui, I just want a soap. I just want a soap. Like, no, you don't have a soap. You don't have a soap. Pourquoi tu veux un savon? On commence vraiment par discuter. Et parfois, ça prend 30 minutes pour vraiment discuter. Comment le savon est fait? L'huile, elle venait d'où? Et le savon contient 7 huiles et beurre de la Méditerranée, de l'Afrique, de Moyen-Orient. Et en même temps, il y a du charbon dedans. Et on pensait, pour moi, c'est une sculpture qui est une sorte de consolidation de ce qui est nourrissant et ce qui est brûlé en même temps. Et quand je pense à ces lieux différents, spécifiquement ces lieux de crise dans le sud de l'Europe, l'Afrique, l'Ouest, le mouvement des gens, au Middle East avec Syrie, la guerre, le tremblement là-bas, c'est des lieux qui ont beaucoup à donner, mais en même temps qui sont tellement contraints par une économie qui a été instaurée avec le temps, qui est contraint par le climat qui change, mais en même temps on produit tellement, et je pensais que c'est important de faire une sculpture où ces deux parties se croisent. On peut l'utiliser, en même temps ça rentre dans le sol, et elle disparaît, mais en même temps il fallait penser à une manière, une manière qui est propre, qui peut rentrer dans le sol et ça ne détruit pas en fait la faune et flora de cette lieu. Alors il fallait penser vraiment à le packaging, à tout, à ce que tout soit dans une manière éthique. Les gens sont payés quand ils travaillent. Les discussions avant que tu achètes quelque chose, que tu dois connaître exactement d'où ça vient, qui a fabriqué, comment. Et c'est des choses qu'on ne regarde pas, on a tellement l'habitude, on achète comme ça et on ne veut pas savoir. Mais cette fois de vraiment connaître, même s'il y a un processus qui s'est passé, de connaître exactement ça, ça vient d'ici, ça vient de là. Et les gens pouvaient acheter ce savon. Là, la troisième phase, c'est la phase germination. So, I just go forward, juste je montre des images des performances. Et les performances, c'était à partir du mois de juin, et ça durait jusqu'à septembre, tous les jours. Il y avait 12 performeurs qui performaient. Il y a Mustapha qui est là. Et lui, il était un des performeurs aussi. Et il a travaillé 6 semaines en portant cet objet et aussi en parlant avec des gens. Alors c'est super... lui, il connaît beaucoup plus les réactions des gens comparé à moi, je l'ai fait quelques fois. Alors, à partir de là, l'argent qui vient de cet savon, parce qu'en même temps, on doit penser à une certaine économie. Ça, c'est tous les savons, à peu près 5 000 savons qui sont là.
l'argent qui vient de ça rentre à ouvrir une structure au Nigeria, une fondation. Et en même temps, on ouvre une structure aussi en Grèce. Chose que même si on prend un élément dans un lieu, en même temps on vide cette lieu, même si c'est une connaissance qu'on prend, c'est une manière aussi de prendre. Et en même temps, comment on va faire pour rendre quelque chose dans ce lieu. Et toutes les connaissances que j'ai eues pour faire ce travail, elle est venue en étant à Athens, en Grèce. Et je pensais que c'est très important de pouvoir faire que cette économie de la terre, de l'huile, qui change en savon, qui change en argent, finalement qui pourrait changer en la connaissance, une manière de disséminer, knowledge, disséminer, de travailler avec de younger generation est très important parce qu'en même temps on prend des choses mais en même temps on ne rend pas d'une autre manière. Et la notion de germination, ça vient ici à Dakar comme une manière de penser comment on peut travailler dans un lieu, comment on peut soutenir des projets, comment on peut vraiment penser à une sorte de sustainability of durabilité des choses. Et comment on crée d'une manière, en réfléchissant à une certaine éthique de le faire. Et toute cette question, je crois, c'est important. Et je crois par rapport à ce projet de pouvoir inviter des artistes comme Rick Lowe, qui est américain, qui a un espace à Houston, ou quelqu'un comme Peter Webb, qui est un éco-psychologiste qui est australien mais brésilien, ou Fred, qui est ici à Dakar, Tambacounda, pardon, yeah. Ou Luigi Coppola, qui est italien, qui est fermier et qui travaille aussi avec beaucoup de migrants qui arrivent en Italie. Et il trouve une manière de penser par rapport à les seeds, le noyau, des graines, et de travailler avec différentes sortes de personnes pour vraiment penser à une manière de cultiver les plantes et de cultiver une sorte de connexion entre les gens. Et on a aussi invité Kadou Yara, qui est là aussi. Il va travailler beaucoup avec aussi Luigi Coppola. On a invité Elisabeth Povinelli, qui est un anthropologue et en même temps elle fait des films, et en même temps elle travaille avec les Caribbean, les gens de people of the Caribbean people en Australie. Et on a invité aussi Rosa Baba, qui est un filmmaker, elle fait des films. Et on va travailler aussi avec Porte et Passage, Kansi et Massama. Et on va travailler aussi avec Rick Lowe qui vient des États-Unis. I hope I've mentioned everybody. Peter Webb. So on est à peu près 8 et chaque partie va être avec des gens qui arrivent, plus des gens ici. Et de vraiment faire un travail ensemble, de visiter les lieux, de voir comment tous ces gens qui sont là, qui travaillent depuis 20 ans, 15 ans, comment ils ont changé leur communauté et comment la responsabilité qu'ils ont dans ce lieu et comment ils développent ça, comment ils trouvent des fonds, quelles sont les sortes de structures qui leur aident à vraiment rester, comment les manières dont ils travaillent rentrent et touchent les générations futures. Et pour moi, ça c'est intéressant de voir dans ce programme la notion de germination qui prend place ici à Dakar. I tried in French. J'espère que c'était assez... Yes, oui. c'était bien. Ok. C'était pas mal. Merci beaucoup. Ça, c'est le lieu où la fondation va prendre place. Maintenant, c'est juste
on a acheté le terrain et on va commencer à penser à la construction. Yeah. Merci beaucoup, Autobombe. Merci, Désir, d'avoir. Je me suis rendu compte que ça fait longtemps que je ne t'avais pas entendu présenter ton travail et c'était un grand plaisir de t'écouter. Je n'ai pas une question, mais peut-être des commentaires. Je remarque que quelque part, les désirs d'enfance sont des désirs qui ne nous lâchent jamais, en fait, et qui nous poursuivent tout au long de notre existence. Tu as dit initialement au début de ta présentation que, enfant, au fond, tu voulais devenir architecte. Non, que tu voulais devenir artiste, mais que, quelque part, l'architecture était très présente aussi dans ton imaginaire, dans ton désir de formation et de profession. On voit dans ton travail que l'architecture est vraiment au cœur de beaucoup de structures, de beaucoup d'œuvres, surtout les œuvres des 8-9 dernières années, où cet élément architectural a vraiment pris une place centrale dans l'élaboration et dans la présentation, dans la construction des œuvres que tu présentes, même dans le domaine de la performance que tu utilises beaucoup, où plusieurs d'œuvres que tu fais sont vraiment articulées autour de l'architecture, au-delà de toutes les considérations de sol, je veux dire de terre, de territoire et de minéraux et de migration que tu traites. J'aimerais savoir dans quelle mesure le programme que nous faisons ici, je le sais, mais je pose la question pour l'assistance, dans quelle mesure le programme que nous faisons ici a aussi cet élément de construction, d'architecture, parce que quand on parle, en tout cas quand nous parlons d'architecture, c'est pas forcément de vrais bâtiments en tant que tel, c'est vraiment une construction de structures et de lieux et le contenu qu'on donne à ces lieux-là. Je pourrais commencer par parler je peux revenir dans quelque chose de Moscou architecture, ou même dans l'architecture traditionnelle africaine. Et moi, ce qui m'intéressait, par exemple, quand on regarde la tropical architecture ou l'architecture traditionnelle africaine, on commence à voir que en fait, cette architecture n'était pas faite juste for architecture, just to build. Elle était vraiment conçue pour la communication. Elle était conçue pour qu'il puisse avoir un lieu où des gens pouvaient se communiquer, qu'on se voit tout le temps, quand on mange ensemble, quand on vit ensemble. Et cette notion d'architecture, c'est un des trucs qui est très important. C'est pas forcément la structure d'elle-même, mais comment elle est dessinée pour arriver à quelque chose où on peut communiquer avec des gens et faire des choses ensemble. Et c'est à partir de là que je suis intéressée par cette architecture. Alors par exemple, les objets qui sont autour du corps, le centre et le corps, c'est la voix. Et le centre de cette architecture africaine, au milieu, c'est l'arbre. Il y a un arbre, il y a des gens assis autour, et c'est là où il y a la transmission de savoir-faire, de transmission d'histoire, de transmission d'énergie, de transmission à un enfant. Et dès qu'on a changé cette structure à une structure qui est plus en parallèle, elle n'est plus dans cette circularité. Alors on vit dans ce sens-là.
la communication n'est pas faite, elle n'est pas faite pour être en communication, elle est faite pour se cloisonner. Alors moi, par rapport à ce projet ici, je crois que cette notion de cette communication, de comprendre un lieu, de trouver en fait, même par rapport à l'architecture ici, l'architecture concrète, et comment ça fonctionne et comment ça a changé en fait la manière dont on communique, comment on se traverse dans un espace. Et je crois qu'avec Kaduyara, c'est assez intéressant parce que je sens que quand il pense à cette notion de théâtre, avec les enfants et tout ça, ça m'intéresse de voir en fait la constellation de comment il met ça en place par rapport à la communauté avec qui il travaille, avec les enfants, et comment cette communication, l'architecture de cette structure se prend forme dans cet espace. Ou si je regarde comme si, par rapport à ces lieux qu'il a travaillé avec le Adobe, et de penser à vraiment où le soleil tombe, quand il est humide, quand il est sèche, on construit vraiment des choses pour penser à l'environnement où on vit, penser à une certaine, quand on n'a pas besoin de air conditioning, on utilise en fait le vent où ça passe et tout ça, pour vraiment penser à une architecture. Ça m'intéresse de voir comment ça marche dans un lieu comme ça. Et je crois que toutes ces structures qui sont proposées dans différents lieux aident à comprendre comment travailler avec des gens, comment restructurer, comment réfléchir, et peut-être ouvre une autre manière de créer une possibilité de créer ensemble. Did I answer your question? Yes, of course. J'ai encore d'autres points à soulever, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Je sais qu'il y a plusieurs commentaires et réactions dans la salle. Nicolas, Cisco. Je vous remercie. Très franchement, Otto, bravo. Je ne m'attendais pas du tout en venant à avoir un entretien avec l'histoire de Caillou. Mais à bien regarder, au fond, vous avez éveillé quelque chose en nous. Parce que l'histoire de l'université, l'histoire de Caillou, il y en a tellement au-dessus de nous. On en a même peur, on appelle ça des comètes. Parce que ça peut vous tomber sur la figure. Les dinosaures, il y a 60 000 ans, ont eu leurs patates sur la tête. Et ça a créé un autre environnement et nous sommes issus de ça. Le diamant. Est-ce que vous savez que le diamant a vu le Big Bang? Elle a cligné l'œil, elle a pris la lumière du Big Bang. C'est la raison pour laquelle les femmes, chaque fois qu'elles observent le diamant, elles voient la lumière du Big Bang à l'intérieur. Mais je n'ai pas terminé. Il y a aussi ce qu'on appelle chez nous musulmans du Sénégal, le Sani Jamra, lapide de l'enfer. C'est ce qu'on fait quand on va à la Mecque. Il y a Rome, la grande Rome, et Pierre, parce que c'est sur cette pierre qu'on a fait une humanité qui s'appelle le christianisme. Mais il y a différentes autres choses. Et j'ai beaucoup aimé quand on a parlé d'architecture, et pour avoir votre maman qui vous a dit ne faites pas l'architecture, aventurez-vous vers autre chose, parce que moi qui parle, je suis architecte. Oui. Et en étant architecte, nous, architectes, nous avons inventé le seul caillou au monde qui est un caillou idiot. Un caillou complètement idiot. C'est un caillou qui a des dimensions, longueur, largeur, hauteur. On appelle ça la brique. Ou alors on appelle ça le parpaing. On appelle ça le clou. Et avec ça, on s'est enfermé là-dedans. Toute notre idiotie est dans ce caillou. Ou alors on crée ce qu'on appelle des chambres, ce qu'on appelle des places, ce qu'on appelle des lieux, ce qu'on appelle des cités. Et c'est là où la discussion est intéressante, parce que chaque fois qu'il y a des discussions ici, je viens. Parce que c'est peut-être un petit contact que j'ai avec la jeunesse et cela me fait plaisir. Et dans ce lieu, par exemple, là, imaginez-vous au milieu.
de ce lieu fait par des papins idiots. Vous ouvrez votre porte, vous sortez et vous ramenez des choses dans ce lieu. Vous en ramenez des bananes, vous épluchez la banane et vous la jetez sur le coin. Vous ramenez des canettes de Coca-Cola, vous buvez votre Coca dans le lieu. Je parle de la cité. Vous ramenez du plastique dans le coin, vous jetez. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? C'est que ce lieu fait de cailloux, s'amoncelle, vos poubelles s'amoncellent, et vous êtes dans la chambre. Et vous êtes poussé de la chambre, par toutes ces choses stupides, aussi stupides que la pierre, que vous utilisez et que vous lancez dans le lit. Et à un moment donné, c'est la chambre qui est pleine de ces poubelles, et vous êtes dehors. C'est ce qu'on appelle le Barça ou le Barsac. C'est-à-dire, chez nous, ici au Sénégal, nous sommes dans la chambre, nous avons été expulsés en dehors de la chambre, et là, il ne nous reste plus que les pirogues pour partir. C'est ça la cité. Parce que les épluchures de bananes dans ce lieu, si on les transforme, les épluchures d'orange, si on les transformait en engrais, en biomasse, n'est-ce pas? Les canettes de pierre, si on faisait des ustensiles de cuisine avec, si on les fondait, le plastique, si on en faisait des planches, des bateaux, etc., le lieu serait vide à nous. Et c'est cela, en fait, la question qui est absolument fondamentale, c'est que de la pierre naît la politique. Et la politique, elle est nécessaire qu'on la fasse telle qu'on doit la concevoir. Parce que nous ne faisons pas de politique, nous faisons du politicien. N'est-ce pas? Donc, la pierre nous sert à éliminer les choses, à les réduire à zéro, à leur donner un nouvel avenir, un nouvel environnement, un nouvel espace, une nouvelle structure, une nouvelle âme. La pierre, c'est peut-être le paradis de demain. Ne pensez-vous pas? Elle a vraiment une grande chance d'être. Elle a vraiment une grande chance d'être. Merci. Oh, merci beaucoup. Je vais réfléchir à ça, parce que je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas pensé à ça de cette manière-là. Alors c'est intéressant de réfléchir à ça. Mais on peut parler des faits. Merci beaucoup. Je vais revenir sur les désirs d'enfant que Koyo a évoqué au début. Et la discussion avec votre maman, vous êtes devenu artiste, architecte, et qui vous a réorienté un peu. Et plus tard, qu'est devenue la discussion avec maman? Quand elle a vu que voilà, le résultat c'est le résultat de vos discussions quand vous étiez jeune qui a mené à cette trajectoire-là. Après, il y a peut-être un retour d'expérience. Comment ça a été la discussion après? Ma mère, elle m'a dit ça à 15 ans et ma mère s'est décédée à 17 ans. Alors ma mère, elle m'a donné tout ce que j'avais besoin. Elle m'a donné la force, elle m'a donné la résistance, elle était assez sage et elle m'a appris beaucoup de choses. Et il fallait être. Maintenant, elle a donné le relais. Alors pour moi, c'est pas quelque chose de tristesse, parce que je sens que sa force est en moi. Parce que c'était une femme qui était super forte et qui m'a donné tout ce que j'avais besoin. En fait, j'ai réalisé en étant plus âgée qu'en fait, elle a tout donné. Déjà à l'âge de 15 ans. Elle nous mettait dans la cuisine à 8 ans, on faisait des plats compliqués à 8 ans. Elle nous a tout préparé pour ça. Là, alors, cette discussion n'est pas lieu, mais chaque fois je pense, je vois en fait tout ce qu'elle a fait pour nous, et c'est une sorte de force et elle avait aussi ses principes que je comprends très bien, et de comprendre que ce que tu fais à quelqu'un revient à toi. D'une autre manière, même si ça ne va pas être cette génération, ça va être une autre. Alors, yeah, that's it. Oui, juste un commentaire par rapport à votre travail qui est une découvre en fait. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans votre message, donc, qui parle de choses quand même
des sens basiques, qu'on parle de minéral, on parle de la verticalité, on parle de la vie. On ressort beaucoup de vie dans le travail, mais aussi beaucoup d'élégance et de beauté. Donc moi, c'est ce que j'ai trouvé, enfin, à travers les images que vous avez montrées, alors que je n'ai pas assisté à vos expos. Et je trouve que on devrait montrer un peu plus ce côté dans l'art, surtout quand ce sont des artistes africains, qui, bon, c'est vrai que le stress, la stimulation, la crise, les douleurs, le passé tragique, enfin, qui est très court dans l'histoire de notre continent, l'histoire du monde, et source de créativité, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... c'était rafraîchissant, en fait, donc c'était une remarque que je voulais faire. Oh, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce commentaire parce que effectivement, je pense toujours que on peut faire des œuvres d'art quand on travaille dans la matérialité d'une esthétique et d'une élégance poussée, tout en véhiculant des contenus et des idées politiques, historiques engagées. Il y a effectivement certains artistes à qui ça réussit et d'autres moins. Effectivement, Otto fait partie de ces artistes-là qui a cette vraie capacité de production d'œuvres d'une esthétique extrêmement raffinée et accompagnée d'un discours profond. Une autre artiste qui fait ça, que j'aime beaucoup, c'est Tiffany Cho, qui travaille ça aussi. Et il y a des amis qui sont là du Vietnam aussi, de Propeller Group, ils ont cette capacité-là aussi. Mais effectivement, c'est pas souvent, c'est pas courant, parce que souvent le propos politique ou engagé prend souvent le dessus sur ce qu'est la pratique de l'art, en fait, qui est au fond quand même une étude esthétique et de forme. Oui, merci beaucoup pour ça, Otto. Je vais rajouter quelque chose. C'est en fait par rapport à la forme, je crois que c'est quelque chose qui est souvent très difficile quand on sent une émotion ou quand on recherche un matériau, quand on entend une histoire qui est transmise. Et après, comment on peut transmettre ça à plusieurs personnes? Comment on peut vraiment transmettre une émotion de quelque chose à une forme? Et pour moi, c'est une des questions que je pose, plusieurs questions comme ça que je pose, où si j'ai senti ça, quelle est la meilleure forme pour pouvoir transmettre précisément cette émotion? Et parfois, ça va dans une sorte de quête. Peut-être ça pourrait être la poésie, un texte, et parfois peut-être elle a besoin d'être tranchée dans différentes parties ou une sorte de partition pour pouvoir expérimenter, pour arriver à quelque chose qui va finalement englober toutes les émotions dans un travail, et en même temps que ça soit cohérent conceptuellement, qu'elle soit cohérent esthétiquement, qu'elle soit cohérent physiquement, enfin spirituel, dans tous les sens. Et c'est des questions que je pose. Par exemple, si je fais cette savon, j'aurais pu faire d'une autre manière, parce que quand on a fait différents tests, on avait des différentes sortes de constructions par rapport à une température qui était à 55 degrés. Si on faisait à 60 degrés, ça donnait complètement une autre forme. C'est pas marbré. Mais après, je commence à penser à une pierre. Si je veux, premièrement, quand on voit, on pense à une pierre, je donne cette impression qu'elle soit comme une pierre. Mais après, quand on touche, elle a une autre sensation. Après, quand on utilise ton corps, on a une autre sensation. Alors, les strates, en fait, de sensations et d'émotions doivent passer par la manière dont elle est faite et qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à un goût, par rapport à une odeur,
où la première regarde et après on touche c'est autre chose. Et pour moi c'est intéressant de penser à cette esthétique qui est complètement, qui est évolutive, qui est sensation, qui est textuelle, émotionnelle. Tu veux? Bien sûr. Ok, très rapidement. Oui, merci encore Toban pour la présentation et pour ton travail. Tu as beaucoup parlé d'où viennent les choses et d'où viennent les matières. Et j'étais en train d'y penser l'autre jour quand on parlait de ce savon, de ce que devient ce savon après usage. Parce que même si le savon disparaît dans sa forme solide, il y a une autre vie. Ça va dans les égouts et ça entre dans, ça retourne à la terre presque. Et voilà, oui, on a beaucoup parlé d'où viennent les choses et je voulais savoir si, et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans notre domaine, le domaine de l'art, ce qu'on fait des œuvres après. Et là, c'est un exemple très intéressant parce que c'est une œuvre qu'on utilise et qui a une vie après. Donc, je voulais juste savoir si l'après-vie de ce savon fait partie des réflexions. Oui, je crois quand on était dans le processus de faire le savon, il y avait beaucoup de conditions qui ont été mises autour de cette production. Et il y avait eu des longues discussions même avec Maya ou avec Eric von Buren, qui est un spécialiste de production des choses en pensant à une sorte de circularité des choses. Si on utilise un noix de coco, toutes les parties de noix de coco peuvent être recyclées et utilisées d'une autre manière. Et à partir de là, les déchets peuvent être une plante qui peut régénérer, blablabla. Alors, on a eu vraiment cette discussion par rapport à cette savon. Ça veut dire que finalement, on ne met pas de fragrance. Il n'y a pas d'odeur. Parce que ça, parfois, ça pourrait être déstabiliser les homes, different things. On utilise seulement de l'eau déminéralisée, de l'ail, sodium hydroxide qui est normal, qui est important. Et après les huiles, les 7 huiles et beurre qui est noix de coco, shea butter, karité, huile de laurier, sauge, en fait toutes les huiles qui viennent de toutes ces différentes parties. Mais en même temps, pour moi, le savon était fait pour l'utiliser. Ça veut dire qu'elle est tellement douce, un pH neutre, de la même pH comme la peau. Et en même temps, quand on utilise, tout peut être rentré dans le sol, et comme ça, qui régénère le sol et qui ne pollue pas, parce qu'elle n'a pas en fait les éléments qui vont polluer le sol. Et il y avait toute cette discussion, vraiment comment faire quelque chose qui pense vraiment, parce que ce sol, s'il n'y avait pas les arbres, les huiles d'olive, tout ça, quand on voit un lieu qui est pollué, on a vraiment la chance, quand on regarde qu'on peut vraiment toujours extraire quelque chose d'un endroit, parce qu'il y a certains lieux qui n'ont plus cette chance. Et pour moi, c'était important, le savon, on a fait 15 000, un certain nombre va être dispersé dans le monde entier. Il y a des gens qui utilisent, il y a des gens qui vont garder ça comme une sorte de souvenir, mais les gens qui vont utiliser, pour moi, c'est important de vraiment penser comment ça va rentrer et régénérer quelque chose d'autre. D'autres commentaires, contributions, questions? Bon. Merci beaucoup, Toban. Merci à vous d'être venus.